Bienvenue dans cette masterclass. Allez, entrons directement dans le vif du sujet. Il y a un mythe tenace qu'il faut absolument balayer aujourd'hui. Les anciens Mayas, ce n'étaient pas juste des rêveurs qui regardaient le ciel avec une crainte superstitieuse. Pas du tout. C'étaient de véritables scientifiques empiriques, de vrais horlogers cosmiques. Leurs observations n'avaient rien de passif ou de purement contemplatif. C'était une science appliquée, d'une précision absolument féroce, qui dictait littéralement chaque aspect de leur civilisation. L'univers n'était pas juste un joli décor au-dessus de leur tête, c'était l'architecture même de leur survie et de leur pouvoir. Au programme de notre analyse, on va d'abord décortiquer les mathématiques du temps, puis plonger dans les codex sur Vénus et les éclipses. Ensuite, on regardera l'architecture cosmique, l'agroastronomie pour la survie, et on terminera sur le pouvoir dynastique et la navigation. C'est parti. Première étape de notre exploration, les mathématiques du temps et le fameux système vigésimal. Pour vraiment comprendre cette civilisation, il faut d'abord saisir sa langue mathématique. Leur obsession pour le temps nécessitait un cadre conceptuel totalement inédit. Au lieu de compter en base 10, comme on en a l'habitude aujourd'hui, les Mayas ont développé un système en base 20, ce qu'on appelle le système vigésimal. Et c'est cet échafaudage intellectuel qui a permis des calculs d'une profondeur inouïe. Mais regardons de plus près une modification brillante qu'ils y ont apportée. Au troisième niveau, le Toon, la logique pure voudrait que 20 unalès de 20 jours donnent 400 jours. Eh bien non. Les mathématiciens mayas ont ajusté cela à 360 jours, soit 18 unalès. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour s'aligner délibérément sur l'année solaire. Ils ont fusionné de façon indissociable leur arithmétique avec les lois physiques du firmament. Et là, voici un chiffre qui donne littéralement le vertige. 365,24 ans. C'est la durée exacte de l'année solaire telle qu'ils l'ont calculée. C'est le moment de prendre un peu de recul pour mesurer les implications de ce chiffre. On parle d'une estimation stupéfiante, infiniment plus précise que tout ce que les calendriers européens proposaient à la même époque. On s'approche à une fraction infinitésimale de la valeur scientifique moderne. C'est tout simplement incroyable. Alors une question s'impose de toute évidence. Comment ont-ils pu calculer des fractions astronomiques aussi précises sans même utiliser de décimales? Parce que oui, l'obstacle semble insurmontable. Un système mathématique sans aucune virgule flottante, comment atteindre un tel degré de précision métrique dans des conditions extrêmes? La réponse, on va le voir, réside dans une patience absolue et des observations croisées sur de multiples générations. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'étude de Vénus et des éclipses à travers les fameux codex. Pour contourner ce manque de décimales, la solution était de suivre des cycles immenses, étalés sur plusieurs siècles. Ces données brutes et les inévitables corrections étaient méticuleusement notées dans des registres inestimables, dont le plus célèbre survivant est le Codex de Dresde, un vrai livre de bord astronomique. Et dedans, un nombre canonique saute aux yeux, 584. C'est le cycle synodique de Vénus calculé par les Mayas. Pour mettre ça en perspective, la science moderne nous donne 583,92 jours. L'écart est minuscule, mais il existe. Vénus était observée sous toutes les coutures, ses apparitions du matin comme du soir étaient chronométrées à la seconde près, car c'était l'astre annonciateur des grands bouleversements. Il y a une nuance absolument cruciale ici, mise en lumière par des chercheurs comme Aveni ou les Bricker. Est-ce que ces codex n'étaient que de simples archives statiques ou bien des instruments vivants? Eh bien, la science tranche, ce sont des schémas totalement dynamiques. Puisque 584 jours laissaient une infime marge d'erreur par rapport aux 583,92 jours réels, les tables incluaient des soustractions hyper méthodiques sur des cycles de 104 ans. En gros, le code se corrigeait tout seul pour effacer les erreurs accumulées. C'est brillantissime. Et ce n'est pas tout. Le chiffre 11 960 illustre parfaitement leur maîtrise de la Lune. C'est le grand cycle des éclipses du Codex de Dresde. En fait, cela représente très exactement 405 lunaisons, soigneusement réparties en 69 groupes. Ce mécanisme mathématique était une véritable machine à anticiper le temps, capable de prévoir les nœuds lunaires, et donc les périodes de danger cosmique, avec une perfection stupéfiante sur plus de 33 ans, et ce, de façon répétable à l'infini. Face à une telle maestria théorique, on est en droit de se poser une autre question fondamentale. Comment une société parvient-elle à traduire des calculs griffonnés sur du papier d'écorce pliable et éphémère en une réalité physique, permanente et monumentale? Par quel prodige de l'ingénierie ce savoir a-t-il été figé dans la pierre pour dicter le rythme de toute une population? La réponse se trouve dans notre troisième point, l'architecture alignée sur le cosmos, ou l'art des observatoires pétrifiés. C'est là que l'archéoastronomie entre en jeu. Les architectes mayas ne se contentaient pas de bâtir des villes esthétiques, ils ont littéralement transformé des métropoles entières en instruments scientifiques calibrés. Regardons le plan d'El Caracol à Chichén Itzá.
Ce n'est pas dû au hasard. Les fentes extrêmement étroites de cet édifice circulaire sont des lignes de visée pures. Elles encadrent de manière chirurgicale les excursions extrêmes au nord et au sud de la planète Vénus. Ce bâtiment tout entier est, en réalité, un gigantesque télescope de pierre. Prenons un autre exemple frappant avec la cité de Palenque et son mythique groupe de la Croix. L'espace urbain y délimite deux repères grandioses. D'un côté, l'excursion lunaire maximale à 300 degrés, et de l'autre, l'azimut solaire de 120 degrés lors du nadir. L'horizon naturel, combiné au toit des temples, créait un cadran solaire et lunaire à l'échelle d'une ville entière. Le divin s'ancrait directement et topographiquement dans la cité. Cela soulève d'ailleurs un débat passionnant parmi les archéologues. Ces alignements servaient-ils avant tout de hiérophanie, c'est-à-dire à des fins religieuses pour prouver le pouvoir divin du souverain avec des jeux d'ombre grandioses, ou s'agissait-il d'instruments purement scientifiques, de véritables calibrateurs agricoles? La conclusion est d'une grande subtilité, les deux ne s'opposaient pas du tout. La science rigoureuse et la mise en scène du pouvoir fusionnaient pour former un seul et même outil sociopolitique. Mais alors, si cette astronomie était un secret bien gardé par une élite royale, comment pouvait-elle garantir la survie des simples paysans? Quel est le lien profond entre la tombe d'un roi et un simple champ de maïs? Il fallait bien que cette science macropolitique ait une traduction vitale sur le terrain, sous peine de voir la civilisation s'effondrer de faim. C'est exactement ce que nous allons aborder dans la 4e partie, l'agroastronomie, le véritable manuel du cultivateur. Le point névralgique, c'est que le ciel dictait le travail de la terre. Le calendrier rituel, Tzolk'in, de 260 jours, détaillé dans le Codex de Madrid, synchronisait précisément le ciel étoilé avec la sueur, la saleté et les nécessités de la milpa, le champ cultivé. Les dates sont d'ailleurs révélatrices. Ces événements astronomiques du Codex de Madrid ont été datés entre 1452 et 1492, durant le post-classique tardif. Suivre les éclipses et Vénus, de façon redondante, n'était pas un exercice abstrait. Ça donnait le feu vert, le timing exact, pour brûler les champs juste avant l'arrivée vitale de la saison des pluies. Il faut s'arrêter un instant sur la double personnalité fascinante de Vénus. D'un côté, c'était une métrique impitoyable, un héros de la guerre qui dictait les assauts politiques dans le sein. Mais de l'autre, quand Vénus apparaissait en conjonction avec les Pléiades, elle se transformait en gracieux serpent Tchik-Chan. Cette forme-là, douce et observée entre février et avril, était la garantie que les pluies de mai allaient tomber. C'était la promesse de l'abondance. Destruction puis fertilité, les deux faces d'une même pièce céleste. C'est une réflexion assez vertigineuse quand on s'y penche. Quand les étoiles disent aux paysans quand planter ses graines et aux guerriers quand frapper ses ennemis, la frontière entre science et pouvoir disparaît. Le calendrier se mue en arme absolue de contrôle social. L'univers entier valide et justifie l'expansion de l'État. Ce qui nous amène à notre dernier grand chapitre. Comment cette horlogerie monopolisée a servi le pouvoir dynastique et l'expansion par la navigation. Cette astronomie appliquée a été militarisée et monétisée de manière très agressive durant les périodes classiques et post-classiques. Le ciel légitimait la force brute. L'élite régnait sans partage en se faisant la gardienne exclusive de cette horlogerie cosmique. L'exemple de la planète Mars est extrêmement parlant. Son cycle synodique a été calculé à très exactement 780 jours. Et la beauté mathématique, c'est que 780 jours correspondent parfaitement à 3 cycles du calendrier de Tzolk'in de 260 jours. Résultat, les immenses campagnes militaires étaient calées méticuleusement sur ces fenêtres martiennes, donnant à la violence d'État un mandat divin inattaquable. Lisons cette courte citation historique. L'ascension du souverain Shah-2 eut lieu quelques jours après l'alignement de Vénus et de Mars. Ça pousse vraiment à débattre sur la psychologie du pouvoir à l'époque. Est-ce que les dirigeants croyaient intimement que les astres sanctionnaient leur règne? Ou s'agissait-il d'un théâtre politique froidement orchestré? Quoi qu'il en soit, maîtriser l'agenda du ciel signifiait maîtriser les masses en bas. Mais leur influence allait bien au-delà de la terre ferme. La même rigueur qui prédisait les éclipses a propulsé l'expansion maritime de la péninsule du Yucatan. L'étoile polaire, Xaman-Ek, servait de point de repère nocturne invariable. Et l'architecture a suivi le mouvement. Des temples côtiers comme ceux de Tulum ou El Meco ont été érigés pour fonctionner comme des phares de navigation céleste. Ils guidaient les marchands à travers des récifs hyper dangereux, permettant de bâtir un empire marchand phénoménal. Pour clore cette analyse, prenons un instant pour observer la vue d'ensemble. On a disséqué les chiffres, les pierres et le pouvoir. Les Mayas nous offrent la preuve incontestable d'une époque où la survie biologique, l'architecture colossale et la mécanique pure de l'univers racontaient un seul et même récit parfaitement cohérent.
Ce qui laisse une question brûlante pour notre monde moderne, bien souvent fragmenté. Quel est le prix que l'on paie, aujourd'hui, d'avoir séparé notre science de notre lien intime avec le ciel ? L'horlogerie cosmique continue de tourner, mais prend-on encore seulement la peine de lever les yeux pour la regarder ?